Mbolani à tous, chers compatriotes. Je pense que nous sommes assez nombreux. Nous allons commencer parce que nous sommes le week-end. Vous êtes confinés au Gabon de toutes les manières. Personne ne sort. On a étudié ensemble. Donc on va aller sans sommation. Hein. Nous allons aller nous allons attaquer le sujet et je vais décrire les raisons pour lesquelles j'ai tenu à parler ce soir, comme je le fais souvent, hein, chaque fois que j'estime nécessaire de prendre la parole à Kalbourba Yayokobe. Nous sommes obligés de parler. Nous ne sommes pas des assassins. Je ne vais pas prendre un fusil pour aller tuer les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a appris, mais Bourba Yayokobe. Dieu ne nous a pas donné la bouche pour manger seulement, pour embrasser les femmes. Non, on nous a donné la bouche d'abord pour parler, pour communiquer. C'est pourquoi je parle. Et je parlerai chaque fois que je pourrai. Je ne vais pas me fatiguer parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Enfin, je ne pas n'importe quoi, mais lorsque j'estime qu'il faut que je parlerai toujours. Les gens parlent. Alors, moi, je suis venu vous parler, je suis venu interpeller Rose Cristiano Soukaraponda, qui est Premier ministre au compte de la dictature des Bongo, des Bongo Valentin, pas des Bongo Ondimba. Elle gère la dictature du PDG des Bongo Valentin. Parce que les Bongo Ondimba sont un peu sur le carreau. Mais ils ont des portions de pouvoir dans le système. Mais ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir au Gabon en ce moment, c'est les Bongo Valentin. Donc, le gang de Sylvia Bongo, Noureddin Bongo Valentin, Sylvia Bongo Valentin et d'autres turiféraires. Donc, vous là, c'est vous qui avez mis Rose Cristiano Souka, comme vous avez mis avant elle les gens comme la Cruche, Corbecal et consorts, lorsque l'autre est tombé à Riyad. Donc, moi, je m'adresse aujourd'hui à Rose Cristiano Souka. Je m'adresse à elle en tant que Premier ministre du Gabon. Elle est Premier ministre. Je suis obligé de lui parler. Je vais parler sur 3 points. 3 points seulement. Je n'ai pas beaucoup de points évoqués avec elle. Je vais parler à la maman là sur d'abord l'affaire qui se passe à Port-Gentil qui défraie actuellement la chronique. Hein? L'affaire de Bevelena. Parce qu'il y a un cas de figure à Port-Gentil actuel là où il y a une histoire que les Mintanga qualifient. Parce que quand tu parles, quand tu racontes ça aux Mintanga ici, ils m'ont dit que c'est une histoire méphistophétique. Moi, je me dis méphistophétique, mais méphistophétique. Hein? C'est bestial, c'est luciférien. Je ne sais pas si depuis que le Gabon existe, on a déjà entendu une histoire comme ça. C'est une histoire qui sort d'une autre planète. Donc, mon premier point, c'est cela. Après, je vais descendre sur l'autre fait d'actualité sur les mineurs, les enfants qui font avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, cette dépravation de mœurs qu'on observe dans les établissements scolaires où la jeunesse va dans tous les sens. Et je vais terminer en 3e option sur le coronavirus. Coronavirus, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Donc voilà, nous allons aborder ces 3 sujets. Alors, avant d'attaquer l'angle, j'aimerais dire ceci aux Gabonais.
Vous savez, on est en politique. On est en politique. Nous allons d'abord en introduction expliquer pour planter le décor comment un pays est organisé. Je vais le répéter parce que les Mintans, parce que nous parlons la langue des Mintans. Les Mintans disent que la répétition est... j'oublie toujours. Pourquoi j'oublie souvent l'expression là? C'est en tout cas, la répétition est pédagogique. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Les Mintans disent que la répétition est pédagogique. Il faut répéter les choses. Bon, pour que les gens assimilent ces choses importantes, il faut les répéter. Vous savez, le premier responsable d'un établissement, d'un pays, le premier responsable, c'est le président de la République. C'est le premier responsable parce que c'est lui qui organise l'État pour développer les populations et le pays. C'est lui qui défend le pays à l'intérieur et à l'extérieur. Intramuros, extramuros. C'est lui qui définit par ce qu'on appelle comment on appelle ça quand tu viens te présenter pour une élection, tu amènes un programme de société. L'homme politique amène un programme de société dans lequel, à l'intérieur duquel est détaillé tous les aspects de la vie des populations qui sont dans ce pays. Ça veut dire que tu es un homme politique, comme tu es président. On ne t'a pas appelé au Minwazuna, mais tu es président. Alors, tu fais un programme de société, tu mets une équipe et tu viens voir les individus, les gens. Tu leur dis, bon, si vous votez pour moi, dans le cadre de l'éducation nationale, je vais développer ça, 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 ça. Dans le cadre de la santé, je vais développer ça, 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 ça. Dans le cadre de la sécurité et bien des personnes, je vais développer ça, 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 ça. Dans le cadre de l'emploi, je vais faire ça, 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 ça. Dans le cadre des soins, voilà ce que je vais faire. C'est-à-dire que dans ton programme de société, il y a tous ces aspects. Mais tu n'es pas un expert de tout. C'est pourquoi quand le président de la République est voté, ce qui n'est pas le cas du Gabon jusqu'alors, parce que les gars volent les élections, mais quand le président de la République est voté, il va en haut. La Constitution dit ceci, la Constitution gabonaise, dans l'organisation de ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Il y a un président de la République qui gère l'exécutif. Et dans l'exécutif, il est le seul qui est voté, le seul élu. Il est le seul élu de l'exécutif. Alors, comme il ne peut pas être partout en même temps, il est obligé de déléguer ses pouvoirs à un certain nombre de Gabonais. Souvent, qui sont des élus. Souvent, qui sont des élus. Ce n'est pas obligatoire, mais préférable. On prend des élus, on prend des gens qui sont connus, voilà, voilà. Alors, il délègue donc ses pouvoirs selon la constitution gabonaise puisque la constitution prévoit un vice-président qui remplace à qui le président délègue un certain nombre de pouvoirs, lui donne des missions, qu'on va faire ça, va faire ça. La Constitution prévoit un vice-président. La Constitution prévoit un premier ministre qui est nommé par le président. Et le premier ministre forme le gouvernement, il fait une proposition de gouvernement, il dit voilà moi, puisque c'est moi qui dois travailler et mettre en pratique le programme pour lequel on t'a élu, je nomme le gouvernement à travers toutes les membranes que j'ai citées là. Et on met à l'intérieur des experts, des hommes politiques. Et en dessous de ces hommes politiques-là, qui sont donc les membres du gouvernement, il y a dans chaque ministère une direction générale à l'intérieur desquelles il y a des experts. Parce que vous avez le gouvernement est nommé par le Premier ministre. Le Premier ministre nomme un gouvernement. Je prends un exemple. Vous avez par exemple le ministre des Affaires sociales, qui est l'homme politique, et en dessous du ministre des Affaires sociales, vous avez la direction générale des Affaires sociales. À l'intérieur de cette direction générale, là-bas, c'est des experts, des gens qui ont fait des études pour ça. C'est comme ça que les hommes politiques sont... Donc, on ne va pas apprendre à faire la politique au gouvernement.
On ne part pas là-bas pour apprendre à faire de la politique. On part là-bas parce qu'on estime qu'on est bon. Tout comme on ne part pas apprendre à jouer la Champions League. Tu ne peux pas arriver à la Champions League et dire, oh non, je viens apprendre à jouer au foot ici. Non. Quand tu arrives à la Champions League, c'est que tu sais jouer. C'est que tu sais jouer à un niveau supérieur. Tu ne vas pas t'inscrire à la Champions League et dire, bon, ma coume le Champions League, me veut dire le mon ndam, bon, dans mon place, ma coume le. Tu ne peux pas dire ça. Quand on te met à la on ne part pas apprendre à jouer au football en pro. En pro, ça veut dire que tu es professionnel. Vous comprenez? On ne vient pas apprendre la politique au gouvernement. C'est la raison pour laquelle, quand on te met au gouvernement, souvent, soit tu es quelqu'un qui a posé un certain nombre d'actes dans ton pays, tu fais partie des élites, ou bien on prend quelqu'un qui est dans un domaine d'expertise assez élevé, qui a fait ses preuves. Vous comprenez? Je vous plante le décor de ce que je vais dire tout à l'heure. Il faut le comprendre déjà. Donc, Osuka, on ne peut pas justifier Osuka. Parce que j'entends les Gabonais, oh messire, mais Ali Bongo est mal entouré, c'est pas lui. Non, c'est Ali Bongo qui nomme le vice-président, c'est Ali Bongo qui nomme son premier ministre, et c'est Ali Bongo, souvent même, qui nomme les ministres. Et l'homme le mieux informé dans un pays, c'est le président. Il n'y a pas un homme plus informé qu'un président de la République dans n'importe quel pays que vous pouvez prendre. Il est briefé quotidiennement sur tout ce qui se passe dans un pays. Et il doit connaître ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui. Il connaît même souvent ce qui se passe, qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois qui vont suivre. C'est ça un président de la République. Avec son chef du gouvernement. Alors, Osuka est ministre, est premier ministre au Gabon depuis le début juillet. Depuis début juillet, je pense qu'elle a été nommée le 14 ou le 15 juillet 2020. Ça fait aujourd'hui plus de 6 mois que la maman là est premier ministre au Gabon. Ça fait plus de 6 mois. Et quand on la nomme premier ministre, elle sort d'où? Elle sort du gouvernement de Korbe Kale, parce que tout le temps qu'on Korbe Kale a passé premier ministre, Osuka était dans le gouvernement de Korbe Kale. Et elle a prêté serment au Maroc comme ministre de la Défense. Donc, elle est là-dedans depuis longtemps. Elle ne va pas dire qu'elle vient d'arriver, non, on m'a pris dans le secteur, machin, comme Moubamba. On l'avait nommé Premier ministre, il sortait de nulle part. De ce point de vue-là, je pouvais encore justifier, mais Osuka est là depuis longtemps. Elle connaît. Elle est arrivée en juillet. Première chose, elle a raté sa déclaration de politique générale. C'était n'importe quoi. Secondo, la rentrée scolaire, c'était n'importe quoi. Depuis qu'elle est là, la rentrée scolaire, ça ne marche pas. L'école, c'est n'importe quoi au Gabon. C'est n'importe quoi au Gabon. Depuis qu'Osuka est là, le coronavirus qu'elle doit gérer, elle gère ça mal, très mal. Très mal. Et aujourd'hui, voilà l'affaire de Capone qui défraie la chronique. Inimaginable dans l'histoire du Gabon. On ne peut pas rester sans causer. Moi, je voulais... Là, j'ai planté le décor. On va maintenant rentrer dans le sujet. Je pose une question aux pédégistes. Je dis, hein, vous les pédégistes, entre Ali Bongo et le peuple gabonais, vous servez qui exactement? C'est une question que je vous pose. Hein. Entre Ali Bongo ou bien les Bongo Valentin et les Gabonais, quand on te nomme ministre, tu sers qui? Tu es tu es à la disposition de qui? Tu travailles pour qui exactement? Quand vous vous retrouvez en PDG, c'est ce que vous vous posez la question là-bas. On travaille pour qui? Est-ce que vous travaillez pour les Gabonais ou bien vous travaillez pour les Bongo Ondimba? Dites-nous. Parce que si vous dites que vous travaillez pour les Bongo Ondimba, mais laissez les gens donc aller mourir du coronavirus.
Vous ne pouvez pas être aussi incohérent. Il faut dire aux Gabonais pour qui vous bossez. Vous êtes au service de qui? Êtes-vous au service des Gabonais ou bien vous êtes au service des Bongos? Il faut dire aux Gabonais la vérité. Dites aux Gabonais la vérité. Les Gabonais vont savoir où ils en sont. Alors, pourquoi moi je parle à Rose Christiane? Pourquoi je suis en colère? Je suis en colère, Madame Rose Christiane Soukaraponda. Je vais vous dire pourquoi je suis en colère. Je vais commencer par l'actualité la plus choquante. C'est l'actualité d'un individu, de cette chose, parce que ce n'est pas un être humain. Il y a au Gabon un névrosé, ce qu'on appelle un luciférien, quelqu'un de bestial, qui actuellement, depuis des années, parce que il paraît, parce que moi j'ai appelé les gens de Port-Gentil, on m'a dit que cet individu est connu. Donc en fait, les gens à Port-Gentil le connaissent, ce Capone. Voilà un individu, je vais vous résumer qui est cet homme en vous expliquant, sans rentrer dans les détails, ce qu'il a fait. Voilà un individu qui est marié avec une femme, un homme, qui a à peu près près d'une vingtaine de gosses, avec des femmes différentes. Un Gabonais, près d'une vingtaine d'enfants. Et qui est marié avec une femme qui n'est pas la maman de tous ces enfants-là. Et cet homme, il a des rapports sexuels avec sa femme. Et le même homme a des rapports sexuels avec plusieurs de ses enfants garçons. Des rapports sexuels. Il viole ses enfants mineurs. Hein, depuis que les enfants ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il les viole régulièrement. Il viole ses enfants garçons régulièrement. Plus grave, il a même demandé à un de ses enfants garçons de violer le plus jeune. Les plus jeunes. Donc, un de ses enfants, il a dit à un de ses enfants, viole tes petits frères. Et lui, il filme ça. Et il est même allé plus loin. Il a appelé ses potes. Que venez violer mes enfants. Et il est là, il filme, il regarde, il assiste à tout ça. Et il est même appelé plus loin. Ça, c'est même petit. Il est parti au niveau où il viole même ses filles. Il les viole. Et il a enceinté même sa fille. Il a enceinté. Et sa fille-là a accouché. La fille traumatisée a fui à Libreville. L'histoire là est connue depuis plus de 2 ans. L'histoire où Capone a enceinté sa fille, sa propre fille. Donc, il est le grand-père, il est le père et le grand-père de son enfant. Biologiquement, ça veut dire qu'il enceinte sa fille, elle accouche. Il est donc le père de l'enfant de sa fille. Il est... Non, mais ça, c'est un truc de dingue. On n'a jamais vu un truc comme ça. On n'a jamais vu un truc comme ça. Ce qui me choque, c'est que depuis que cette histoire est arrivée au Gabon, Osouka n'a même pas parlé de ça. Osouka, tu es une mère. Parce que moi, je tiens à vous dire, chers frères du Gabon, le Gabon est géré par les femmes. Le Gabon, depuis longtemps, est géré par des femmes. Osouka est une femme. La présidente du Sénat, jusqu'à machin, c'est une femme. On n'a pas encore nommé le président du Sénat. Ça veut dire qu'elle est toujours présidente du Sénat. Une femme. La présidente de la Cour constitutionnelle, une femme. Sylvia Bongo, je la considère comme la présidente du Gabon. C'est une femme. Osouka, premier ministre, une femme. Je vais vous décrire encore, je vais aller plus loin. Hein. Lorsque Osouka a été nommé, lorsqu'elle a été nommée le 17, lorsqu'elle a nommé son gouvernement le 17 juillet 2020, son gouvernement est composé de 32 individus. 32. Voilà comment c'est reparti. Vous avez dans son gouvernement 4 ministres d'État. À l'intérieur des 4 ministres d'État, il y a une femme. Il y a 20 ministres et 8 ministres délégués.
Donc 32 membres. 4 ministres d'État, 20 ministres et 8 ministres délégués. 32 membres. Parmi les 32 membres, dans les 32 membres, il y a 11 femmes. 11, entre 10 et 11 femmes. À des postes extrêmement importants. Jamais dans l'histoire du Gabon, on a vu des femmes au même moment occuper autant de postes importants. Je vais vous définir les postes, vite fait. Vous avez comme ministre d'État Denise Mekam, qui est ministre d'État en charge des relations avec des institutions. Vous avez Madeleine Baird, qui est maintenant ministre, on est maintenant dans les ministres. Ministre de l'Emploi à la fonction publique. Elle a la fonction publique, hein? Porte-parole, elle est porte-parole du gouvernement, Madeleine Baird. Elle est porte-parole du gouvernement actuellement. Vous avez la 4e femme, Erline Antonella Ndembe. Elle est ministre de la Justice. C'est régalien, ça. C'est régalien. Donc, Madeleine Baird a la fonction publique, là où on emploie les gens. Premier employeur du Gabon. Le premier employeur du Gabon, c'est la fonction publique. Donc, ce n'est pas rien. Erline Antonella Ndembe, elle est ministre de la Justice. 4. 5. Priska Nkoro. Priska Nkoro, elle est ministre des Affaires sociales. Et elle est en charge des droits des femmes. Koro, affaires sociales. Ce n'est pas n'importe quoi, hein, les affaires sociales. 5. 6. Carmen Dao. Promotion des investissements, partenariat public-privé. Elle est ministre dans l'environnement des affaires. Elle est en charge de l'environnement pour le développement de l'environnement des affaires. Ce n'est pas n'importe quel ministère. Yolande Nyonda. Elle est ministre déléguée aux affaires étrangères. Camélian Tuntum. Elle est ministre déléguée l'enseignement supérieur d'éducation nationale, formation civique. Elle devait parler. Hein. Vous avez Gisèle Akoro. Gisèle Akoro, elle est ministre déléguée à la communication et l'économie numérique. Vous avez Aubierge Sylvine Ngoma, ministre de l'emploi fonction publique. Donc elle est en dessous de Baird. Vous avez Janine Lydie Roboti, économie et relance. Bon, mes frères, vous avez des femmes, pas à n'importe quel ministère. Comment est-ce que sous votre magistère, c'est vous qui gérez le Gabon, les femmes? Parce que les femmes sont souvent en train de dire les hommes. C'est vous qui êtes aux commandes. Même les femmes gabonaises, toutes les mamans là, vous n'êtes pas capables de trouver des solutions sur vos enfants que vous mettez au monde. Vous n'êtes même pas capable de vous réunir pour dire que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer ce que nous observons au Gabon. Toutes les femmes que je viens de citer là. Quelles sont les solutions que vous apportez lorsque nous vivons l'histoire la plus cruelle de l'histoire du Gabon? Un phénomène qu'on n'a jamais vu. Parce que cet individu qui a fait subir, parce que même les enfants qu'il n'a pas touchés vont être parce que y a des gens dans les quartiers qui savent que l'homme là qu'on parle là, Capone, c'est le père de tel enfant, même s'il n'a pas touché la fille est traumatisée de savoir que mon père a fait ceci à mes frères. Et elle va devoir porter cela, parce que les gens voyaient quand même son père arriver. Ou bien sur l'acte de naissance, il y a le nom de cet homme-là. Elle ne peut pas retirer son nom de l'acte de naissance. Donc elle va devoir porter, mais il lui faut un suivi psychologique. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, le gouvernement gabonais? Une histoire aussi, si une histoire comme ça là arrive en France, mais tout le monde va en parler. Le président va donner son point de vue, le premier ministre va donner son point de vue, parce que c'est du jamais vu dans l'histoire du Gabon. C'est la première fois que de manière officielle, nous sommes confrontés à un cas aussi cruel. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Nous sommes confrontés à un cas aussi cruel, du jamais vu. Et on ne vous entend pas. Que pense Ali Bongo, celui que vous appelez Ali? Qu'est-ce qu'il dit de ça, de cette histoire-là?
Osuka Raponda, tu es maman, tu es une femme, tu as beaucoup de cheveux. Qu'est-ce que tu lis de cette histoire? Normalement, une conférence de presse aurait dû être organisée. Arrêtez de faire parler le petit joufflu, porte-parole de la présidence là, le petit, Jessica. Laissez, et nous on ne veut pas entendre Jessica. Jessica, il est là pour plaire à ses petites, machin, il parle, non. On veut entendre Souka. Voilà une histoire terrible. Qu'est-ce que tu dis? Les Gabonais sont traumatisés à Port-Gentil. Les Gabonais sont traumatisés à Port-Gentil, Souka. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es chef du gouvernement. Il y a une histoire aussi terrible. Qu'est-ce que tu dis? Parce que Capone, il paraît qu'il est en train de dire qu'il y a des hommes politiques qui sont mêlés à cette histoire, que c'était une bande organisée, que c'était un groupe d'individus qui damaient les enfants chaque nuit. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous restez taciturne. Votre silence est complice, Madame Osuka Christiane. Votre silence est complice. Nous, on veut savoir, que dites-vous? Toutes les femmes là, parce que vous êtes nombreuses au gouvernement. Il y a 32 membres dans le gouvernement d'Osuka. Il y a 10 femmes, mais les 10 femmes sont à des postes importants. Des fonctions importantes. Mais dites-nous ce que vous dites. Qu'est-ce que pensez-vous? Comment vous allez gérer cette affaire? Parce que le monsieur, nous ne sommes pas encore là dans une histoire d'enquête. En fait, l'enquête qu'ils sont en train de faire, c'est pour voir à quel niveau ils étaient, quelle est l'organisation criminelle, bestiale qu'il y avait autour de cette histoire-là qu'on n'a jamais vue au Gabon. Parce qu'il faut déterminer, il y a des coupables connus. Parce que moi, j'ai des noms d'hommes politiques, mais je ne vais pas les citer ici. Il y a des noms à Port-Gentil, des hommes politiques qui sont cités dans cette affaire. Ce n'est pas par pudeur que je ne cite pas ces noms-là, c'est parce que nous sommes en train de mener encore des enquêtes. Et je tiens déjà à remercier Stéphane Zeng, vraiment pour cette histoire. Vraiment, Stéphane, si tu m'écoutes, je te remercie énormément parce que vous êtes en train de dire, oh, avec vos lives, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les lives, vous apportez au Gabon, mais c'est nous, mais enfin, enfin. Il y a un proverbe africain qui dit que faut pas demander à l'oiseau. Vous allez voir quand les animaux de la forêt font des investigations ou bien règlent les problèmes, on évite d'appeler l'oiseau pour venir parler. Parce que l'oiseau, il ne va pas dire, il va pas venir dire que oh, voilà qui a fait le crime. Il va dire à quel moment ça a commencé. Il va dire ça a commencé parce que l'oiseau il est en haut. Quand tu sors de chez toi, il te voit. Parce que lui, il est dans les airs. C'est comme nous qui sommes dans la diaspora, nous ne sommes pas au Gabon. Nous sommes considérés comme si nous étions des oiseaux. On est dans les airs. On voit des choses que vous qui êtes au Gabon, vous ne voyez pas. Nous voyons des choses. Akal Boba yemna bino ya. Balé bien. Na akal yemga na vana eno yana na manuloya. Messire, voilà une vidéo. Voilà ce qui se passe. Mais c'est grave ce qui se passe là. C'est grave. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Même ici, on a entendu des choses qu'un homme a enceinté ses enfants. Ça, on a vu ça ici. Mais je n'ai jamais entendu une histoire qu'un homme qui viole son enfant et il dit à son enfant que viole ton petit frère, je filme. Donc, le petit viole son petit frère, le père regarde. Mais vous avez détruit. Qu'est-ce qu'Osuka, qu'est-ce que tu comptes faire de ces enfants? Parce que ce sont des enfants détruits. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces enfants-là? Les enfants qui sont détruits à ce niveau-là. Cette fille qui a été enceintée par son père, parce que c'est pas... Bon, ça encore, ce n'est pas des cas isolés au Gabon. Hein. Il y a beaucoup d'hommes, des individus là, qui violent leurs enfants, qui les enceintent même. Ça, ce n'est pas un cas... ce qui est extrême, ce que je pourrais considérer, moi, en tant que Gabonais, comme cas atypique, c'est le fait pour un homme de violer son fils et de demander à son fils de violer son petit frère qui a 10 ans. Ça, c'est extrême. Ça, on n'a pas encore vu.
Et l'individu, la Capone, quand tu le vois, tu sens qu'il est malade. Ce n'est pas un être humain normal. Non, mais je suis contre la peine de mort. Mais ce gars, il fallait quand même l'empaler. Il faut l'embrocher parce que ce n'est pas normal. Il faut embrocher cet individu. Il ne faut jamais le laisser dehors. Quand il parle, tu sens que lui, il ne va jamais cesser ce qu'il fait. Parce qu'il trouve ça normal. Qu'est-ce que vous, le gouvernement, vous avez prévu pour ça? C'est un cas extrême. Quand on parle de dépravation des mœurs, ça c'est le haut niveau. J'ai voyagé un peu dans ma vie, hein. J'ai fait quelques pays. Je n'ai pas encore entendu le niveau là. À Yongzam, je ne m'abris de bève maison. Enfin, c'est trop. À Tuabi, c'est grave. Et depuis que ça se passe, vous, les gens du PDG et le gouvernement, tout ce qui vous intéresse, c'est venir pomper les gens l'air avec le coronavirus. Mais vous pensez que le coronavirus est plus grave que ce qui se passe avec un homme qui viole toute une famille? Parce que ces enfants-là, parmi eux, il y en a qui vont violer leurs enfants demain. Il y en a qui vont être, ils sont insérés dans la société. On devait nous expliquer comment vous les allez. Est-ce que vous allez les laisser aller chez un pasteur des églises éveillées? Est-ce que vous allez les envoyer chez Patrick le Badinga, le gars de Bethany? Est-ce que vous allez les envoyer chez Basile Nve, qui est à la retraite, pour qu'il essaie de voir? Est-ce que vous allez les envoyer chez Patrick Obiangdou, qui est médecin? Est-ce que Patrick va trouver? Mais vous allez faire quoi de ces enfants? Parce que le père, vous l'avez mis en prison. Est-ce que vous allez chercher à voir, à connaître, à dire aux Gabonais le réseau? Parce que c'est un réseau. Hein. Et Perenco est derrière tout ça. Parce que Perenco a payé pareil. Hein. Perenco est derrière parce que Perenco, c'est une société qui fout la merde au Gabon, à plusieurs niveaux. Perenco gaspille le Gabon, gaspille nos forêts, Perenco fait un désordre terrible au Gabon en ce moment. Mais enfin, c'est pourquoi je vous pose la question, vous les PDGistes, que finalement vous bossez pour qui? Est-ce que vous êtes au service des Gabonais ou bien vous êtes au service des Bongo Ondimba? C'est une question importante qui a tout son sens. Parce que moi, je suis choqué, je ne dors pas depuis. J'ai regardé la vidéo de Capone peut-être 150 fois. Parce que je veux comprendre la vidéo où il parle là. Parce que moi, j'aurais interviewé cet individu. Tu parles comme ça, je t'aurais baffé. Je t'aurais mis au moins des claques. Même si je suis journaliste, j'allais laisser le journalisme de côté. En tout cas, j'allais te tamponner. Parce que tu ne peux pas faire ça. Et en parler comme si tu parlais avec le Malien du pain, que quel est le pain qui est meilleur. Bon, moi, je pense que le pain là est meilleur. Hein. Ah non, 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 Aladji. Moi, je préfère l'autre pain blanc là. C'est-à-dire que tu en parles comme si c'était normal, quoi. Je ne comprends pas quand même. Que comptez-vous faire? Nous, on aimerait une conférence de presse. Le gouvernement gabonais, le ministre, moi, les gens, bon, si vous voulez que je vous cite les noms, moi, j'attends la conférence, j'attends nous attendons, nous, les Gabonais, nous voulons entendre Rose Christiane Souka. Nous voulons entendre Ali Bongo. Puisque vous dites que c'est Ali, doit parler sur cette affaire-là. C'est grave. Osouka, qu'est-ce que tu dis? Viens là, mon bon, j'attends Priscako, ministre des Affaires sociales. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un fait social, ça. Droits des femmes. Il y a des petites filles qui ont été... mais c'est grave ce qui se passe au Gabon. Oh, on veut t'entendre. Carmen Dao, ton siège politique, c'est Port-Gentil. Tu es de Port-Gentil. Carmen Dao. Qu'est-ce que tu dis? Comment elle s'appelle, l'autre là? Qui encore qui doit venir parler? Carmélia Antuntum. Ouais, comment? Tu es ministre de l'enseignement supérieur. Tu es ministre délégué à l'enseignement supérieur, ministre délégué à l'éducation nationale, formation civique. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais je vais vous donner des pistes de solutions, hein, puisqu'on est là pour parler. Tout à l'heure, je vais vous donner des pistes de solutions. Formation civique.
Ça, c'est le premier point. Donc, j'interpelle. Il faut expliquer aux Gabonais ce qui se passe. Parce que vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas dire, oh non, nous ne sommes pas. Non, vous êtes responsable. Moi, je vois ici, là, le coronavirus, Casse-Tête, le premier ministre Casse-Tête qui est ici, là. Mais Casse-Tête parle tous les jours. Il vient se casser la tête. Le premier ministre Casse-Tête. Et pourtant, il a un ministre de la Santé, mais il parle tous les jours sur les réformes, sur tout ce qu'il doit faire ici en France. Casse-Tête ne passe pas 3 jours sans parler aux Français. Il est venu pour travailler. Donc, je vais aborder un autre point. C'est le point concernant la dépravation des mœurs. Les vidéos à caractère pornographique que les jeunes sont en train de faire sur Internet, n'importe comment là. En milieu scolaire. Ça aussi, Oussouka, je ne t'ai pas entendu parler. Qu'est-ce que tu dis? Le gouvernement décide quoi? Aujourd'hui, la seule action que nous avons observée, à part quand vous avez reprimandé les 4 filles, vous les avez suspendues 3 ans qu'elles ne doivent plus aller dans une école au pays, ça c'est qui est même encore nul. À part cette action-là. Je n'ai pas entendu Oussouka sur tout ça. Aujourd'hui, là, les solutions qui sont apportées, c'est Axel Ayenouin qui a initié d'appeler des acteurs de la société civile parce que Créole, elle est actrice de la société civile. Elle est élite de la société civile. Elle a un impact sur la jeunesse gabonaise. Il a appelé Créole, on a appelé les autres là qui sont Géraldine Robert avec, comment on appelle l'autre là je pense que c'est, comment on appelle l'humoriste, les 2 humoristes. J'oublie son nom, celui qui avait les locks là, mon frère qui est Koudou là, avec l'autre aussi qui est court. Les deux garçons. Bon, vous avez appelé c'est Manitou. Je pense que Manitou, lui j'ai son nom. L'autre là, l'autre frère là, je n'ai pas le nom de l'autre. Vous avez appelé ces frères, ces Gabonais là, pour venir s'exprimer, ce qui est une bonne chose. Et je tiens à féliciter ici Axel Ayenouin pour cette initiative. Je l'ai eu au téléphone. J'ai appelé Axel Ayenouin aujourd'hui. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai donné des tips. Nous avons essayé de parler. Je lui ai dit comment. Parce que je suis inquiet pour la jeunesse. J'ai des enfants qui sont à l'école au Gabon. Ça m'intéresse. Mais enfin. Mais le gouvernement dit quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez décidé pour éradiquer ce problème? Vous décidez quoi? Hein? J'aimerais vous entendre sur ces problèmes-là, sur ces thématiques-là. Rose Christiane Souka, tu dois venir parler. Tu es Premier ministre, tu n'es pas là pour servir les bongos. Si c'est le cas, dis aux Gabonais, à partir de cet instant, on n'a pas à vous suivre. Si vous êtes là pour servir les bongos Valentin, vous dites aux Gabonais que nous sommes là pour servir les bongos Valentin. À partir de ce moment, tout ce que vous dites, vos réformes sur le Covid-19, vous en parlez entre vous et ça ne concerne pas les Gabonais. Vous faites ce que vous faites, nous aussi on fait ce que nous on veut faire. Chacun règle ses problèmes au Gabon. Maintenant, si vous dites que vous êtes au service des Gabonais, à partir de cet instant, donnez la parole aux Gabonais, laissez les Gabonais s'exprimer. Et dites-nous ce que vous comptez faire pour éradiquer les problèmes que les Gabonais vivent au quotidien. Ce n'est pas vous cacher. Là, vous êtes cachés dans vos maisons et quand il faudra aller aux élections, demain, on va vous voir sortir de vos maisons avec les hauts du PDG, aller rencontrer les Gabonais dans les bas-fonds, dans des endroits où on ne savait même pas que vous allez arriver là un jour. Parce que là, vous êtes cloîtrés chez vous avec des salaires, vous êtes bien. Les Gabonais ne sont pas bien là où ils sont. On ne vous voit pas dans les maisons, on ne vous voit pas dans les rues. Mais demain, quand il faudra aller, dans très bientôt là, vous allez maintenant quitter vos maisons, vous allez prendre vos bâtons de pèlerinage, aller corrompre les Gabonais, aller partout, on va vous voir déployer n'importe où. Mais or, quand les Gabonais ont besoin de vous, les familles sont en détresse
pour trouver des solutions pour leurs enfants, vous n'êtes pas là. Vous ne répondez pas à présent. Vous vous contentez de manger l'argent que le Gabon génère chaque jour. Parce que les voyous, je suis au regret de le dire, les voyous, ce n'est pas les enfants. C'est vous les premiers voyous. Et ceci m'amène d'ailleurs à dire, à aborder entre parenthèses un sujet. J'ai vu Maranga Moussavou. Maranga Moussavou qui a gagné un procès. Donc cette histoire de Corona, de Kevazingo, c'était du pipeau. Vous l'avez accusé à tort. Et quand on dit que vous êtes des voyous, vous dites non, on n'est pas voyous. Vous avez dit que Maranga Moussavou a volé le Kevazingo. Il a volé les billes de Kevazingo. Je ne sais pas où il a envoyé ça dans son village, peut-être pour son ranch. Bon, je ne sais pas. Vous l'avez accusé, vous l'avez enlevé même de la fonction de vice-président quand l'autre était là-bas à Riyad. Pendant que le défunt était à Riyad. Vous l'avez accusé. Mais enfin, quel est ce pays qui est comme ça? Alors, quand on dit que vous êtes des voyous, vous dites que, oh non, on parle mal. Mais est-ce que vous ne voyez pas que vos agissements, c'est des agissements de voyous? Là, vous avez mis, parce que qui est coupable? Ce n'est pas le blanc Farjon qui faisait sa farjonnerie, ce n'est pas la farjonnerie de Farjon qui était aux commandes, c'est un corbe caleux. On ne peut pas aborder le problème lié au Kevazingo sans appeler un corbe caleux à la barre. La juge doit venir à la barre. Faites appel à la juge. Parce que si la justice a innocenté Maranga Moussavou, mais il y a un coupable qui a créé ce mensonge. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Et tout ça, les Gabonais, nous voyons, ne sont plus des gamins. On doit vous appeler. On doit vous appeler à la barre. À Nenena. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça, mes frères. C'est quand même assez bizarre. C'est quelle façon de gérer un pays de manière aussi aliénée. Mais c'est grave. C'est pas possible. Et tout ça, quand on parle, vous dites que nous, on parle mal. Les Gabonais parlent mal. Vous ne respectez pas l'autorité. Mais ce n'est pas l'autorité. L'autorité doit d'abord se respecter. L'autorité doit se respecter. Le respect, ce n'est pas le fait pour vous de porter des vestes ou bien d'avoir des parfums qui coûtent 1000 euros. Ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, ce n'est pas venir pomper le français, dire que voilà, moi j'ai. Ce n'est pas ça l'autorité, ce n'est pas votre fonction. L'autorité, c'est de respecter tout le monde, de respecter les fonctions que vous avez, vous occupez, de respecter les Gabonais, de respecter ce que vous faites, les décisions que vous prenez, votre communication, de respecter les gens, de respecter la différence d'opinion, de respecter tout le monde, quel que soit son rang social. C'est ça. Quand vous êtes une autorité, c'est ça. À partir de là, on va vous respecter. Mais si vous ne respectez personne, comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous ne respectez personne? Moi, j'ai la barbe blanche, vous voyez? Ça. J'ai la barbe blanche. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un gamin. Ta maman ton yaman vert. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Et même si je n'étais pas un adulte, même un enfant se respecte. Vous, dans vos maisons, vous avez des enfants. Vous ne respectez pas vos enfants, les ministres là. Moi, je vois vos enfants ici, qui sont ici en France. Il m'est arrivé déjà de rencontrer un Gabonais, un jeune étudiant, qui me dit, grand messie, je suis le fils de tel ministre. Et pendant que je parle avec l'enfant, son père appelle du gouvernement. Je ne vais pas citer ton nom ici.
Tu appelles l'enfant, tu ne sais même pas que ton fils, il regarde mes lives et je suis avec lui. Oh papa, oui, 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 bon, oui, je vais aller prendre le Western Union. Machin, machin. Je suis en train d'écouter l'enfant. Et quand j'entends comment l'enfant parle, j'écoute l'enfant, tu sens qu'il y a un rapport de respect entre son père qui est ministre et lui. Vous respectez donc vos enfants. Mais, mais pourquoi vous respectez vos enfants seulement? Respectez tous les enfants. Un ministre doit aimer tous les enfants. Un ministre n'est pas au service de ses enfants seulement ou des enfants des autres ministres. Un ministre est au service de tous les enfants. Qu'il ait des parents, qu'il n'ait pas de parents, qu'ils aient des enfants qui n'ont pas de parents, tu es au service de tous les enfants. Pas seulement lorsqu'il vous avez besoin de suffrage des gens, non, à tout moment. Il faut aimer les enfants. Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez... moi, j'attends. J'attends parce que je vais vous observer jusqu'à... Nous sommes aujourd'hui samedi. Je vais vous observer jusqu'à vendredi prochain. Je ne vous vois pas, je vais encore revenir. Et je vais encore demander comment elle s'appelle. Je vais revenir, je vais, comment elle s'appelle, la maman là, Rose Christiane Souka. Je vais te parler tous les jours jusqu'à ce que tu vas dire aux Gabonais ce qui se passe. Vraiment, si ça devient un acharnement, si tu considères que c'est un acharnement, ce n'est pas mon problème. Mais je suis Gabonais, j'ai le droit de t'interpeller pour que tu réagisses. J'aimerais que le gouvernement dise clairement ce qu'il compte faire sur l'affaire de Capone, sur les enfants là avec les mœurs. Créole fait ce qu'elle peut avec Axel et son groupe. J'aimerais voir qu'est-ce que le gouvernement fait. Daouda, qu'est-ce que Daouda décide avec sa ministre déléguée, Daouda, et puis la ministre déléguée de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la formation civique, qui s'appelle Carmélian Tuntum. Ce n'est pas seulement manger l'argent avec avoir des salaires de 5 millions, avec des fonds politiques, des fonds... Non, et montrez-nous, qu'est-ce que vous faites? Travaillez. Vous devez travailler. Montrez-nous, il y a un problème. Je vais vous donner, avant d'arriver au coronavirus, je vais, dans les deux cas, vous donner des pistes. Des pistes, hein, je me base seulement sur ce que nous on faisait quand on était petit. La première chose au Gabon, il faut que le Gabon, le gouvernement sorte un décret pour dire que tous les bars, mettez la police, les militaires qui sont dans les ronds-points là, s'ils sont 20, divisez-les en deux. Vous prenez 10, vous les mettez dans les établissements, à côté des établissements, même les policiers. Le lycée Mba, ils ont un endroit qu'on appelle le camp des boys. Le camp des boys là, vous ne pouvez certainement pas empêcher les élèves d'aller dans les bars, mais vous pouvez sortir un décret que si on voit un élève dans un bar, pendant la période des cours, le bar est fermé. C'est un décret, hein? Si vous voyez un élève dans un bar pendant la période des cours, le bar est fermé. Si on voit un élève dans un bar pendant les heures de cours ou bien en tenue d'école, en tenue scolaire, ce bar est fermé. Il y a une amende de 1 000 €. Ça veut dire que si nous on filme, nous qui sommes des parents responsables, si nous filmons dans un bar des enfants en train de boire, et nous avons la preuve, nous pouvons prouver que c'était tel jour et tel jour, après le décret, vous devez sanctionner le bar. Vous devez le fermer. Voilà ce que vous pouvez faire. Là, voilà, je vous donne une piste. Au lieu de sortir de faux décrets pour des machins qui n'ont pas de sens, voilà un décret sérieux. Parce que les futurs alcooliques de la société gabonaise, les gens qui vont mourir avec le cancer, qui vont mourir de la cirrhose du foie, qui vont mourir de toutes ces pathologies-là liées à l'alcoolisme, ils puisent leur source dans le bar qui est à côté de l'établissement scolaire. C'est là où il y a de nombreux Gabonais qui ont été initiés à l'alcoolisme au lycée. Par le bar qui est
à proximité de l'établissement scolaire. Moi, quand j'étais à Capo, j'ai vu des enfants arriver, des frères, des jeunes comme moi à l'époque, qui étaient arrivés à Capo, ils ne buvaient pas une goutte d'alcool. On les a amenés à EG6. Ils ont été initiés là. Et ils sont devenus des alcooliques. Ils sont devenus des alcooliques. Parce qu'au Gabon, je ne sais pas comment ça arrive comme ça, mais je suis débité sur le fait que à côté de chaque établissement scolaire, il y a des bars. Et ce n'est pas un hasard. Hein. Qu'est-ce que le pouvoir fait pour empêcher, puisque vous ne pouvez plus empêcher l'ouverture de ces bars-là, parce que ces bars-là font rentrer de l'argent, ils payent des patentes, ils vont, voilà. Parce que les futurs clients de Sobraga, les grands consommateurs de Sobraga, leur initiation à l'alcoolisme, c'est dans les lycées, le camp de boys, voilà. Au lycée technique, dans la plupart des lycées là, il y a des bars et les enfants sont là. Donc, il faut un décret officiel pour dire qu'un enfant qu'on va trouver dans un bar, ce n'est pas l'enfant qui paye. C'est je parle des enfants scolaires. Hein. Je ne dis pas tous les enfants. Si on peut prouver que dans le bar là, des élèves sont venus s'asseoir là, des lycéens, en tenue, le bar est fermé. Ça va faire que les enfants n'iront plus dans les bars. Le bar va savoir que, ah, si vous venez là, non, 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 non. Parce que ça se fait devant tout le monde, devant Batubotsu. Donc les enfants sauront que je ne peux plus m'asseoir dans un bar pour boire avec les grands. Moi, j'aurais fait ça. Rien que ça, déjà, il faut savoir. La deuxième chose, les portables sont interdits à tous les enfants, les portables qui ont Internet. Je dis bien Internet. Interdits à tous les enfants qui sont avant, qui sont en dessous de la seconde. Parce qu'on estime qu'ils sont vulnérables. Les portables qui ont Internet, ça veut dire que si un parent estime que j'ai besoin de joindre mon enfant quand il est à l'école, il faut lui acheter un allô, le téléphone où tu peux appeler ton enfant. Tu es où? Oui, je suis là. Les 3310. Ça, on vend ça encore. Tu achètes à ton enfant le téléphone qui n'a pas Internet. Maintenant, si tu as besoin que ton enfant soit sur Internet, parce que c'est important pour toi, quand il arrive à la maison, tu lui donnes ton téléphone. Toi, le père ou la mère, tu lui donnes ton téléphone. Maintenant, si un enfant amène le téléphone qui a Internet et que vous rendez compte qu'il a un téléphone avec Internet, vous confisquez. Ou bien il est exclu de l'établissement. On laisse les téléphones aux enfants à partir de quand ils atteignent la seconde, première terminale. On peut permettre Internet. Aujourd'hui, les laptops ne sont pas chers. Au lieu d'avoir un portable qui a Internet, tu peux acheter un laptop. Et c'est pourquoi j'interpelle les gouvernements, les établissements scolaires à avoir des cybercafés. Si vous avez des cybercafés dans les établissements, pas des cybercafés, mais pas des cybercafés, des compartiments, des salles médias, c'est-à-dire des salles où dans lesquelles les élèves peuvent aller surfer sur Internet pendant un temps. Et dans ces salles, au moins ça empêchera l'enfant d'aller se filmer dans une classe, filmer ses seins et autres. Parce que dans la classe, il n'a pas Internet. Vous pouvez exiger que les établissements à risque, parce que aujourd'hui, on connaît les établissements à risque. LDD, je suis désolé, c'est un établissement à risque. Le gouvernement peut exiger à LDD d'installer les caméras dans chaque classe. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Ça ne coûte plus cher. Nous sommes en 2021. LDD fait de l'argent. Ils font du chiffre. Ils ont le pognon, LDD. LDD peut installer le système de caméra à la cour, dans les machins. L'espèce de machin métallique, là, quand les enfants rentrent pour savoir qui a un téléphone.
les surveillants généraux peuvent rentrer pour savoir qui a un téléphone. Si on te pince avec un téléphone, on n'a pas besoin de fouiller les élèves. Hein. Un enfant qui a un vrai téléphone, s'il le sort, on saura parce qu'il y a les caméras. Au moins, ça va obliger les enfants à s'ajuster. Parce que la sensibilisation ne sert à rien si cette sensibilisation n'est pas accompagnée de mesures fortes et discrètes. Vous savez, ici, dans les pays européens, il y a des gens qui s'ajustent, hein, seulement parce que tu sais que tu es filmé. Hein. Quand tu rentres dans une salle, on te dit que vous êtes sous caméra. Rien que de ça, dans les magasins, on n'a pas besoin de te suivre. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans une salle en train de te suivre, tu ne sais même pas. Ah oui, monsieur, on est venu, on a des raisons de croire que vous avez fait quelque chose. Bon, on te lingue, on t'amène quelque part, on te fout. Oh, avance, bien. Parce que la caméra te suit. Vous comprenez? Donc, la caméra aujourd'hui est indispensable. Vous devez avoir dans les salles de classe des caméras. Aujourd'hui, nous devons arrêter de faire la promotion de la médiocrité au Gabon. De penser que, oh, mais ça, ce sont des choses que vous faites chez vous les Blancs. Non, on ne peut pas. Non! Si on est capable d'imiter Beyoncé, c'est qu'on est capable. Si Guy Patrick Obiangdouin fait que dès que la France ferme les frontières, nous aussi on ferme les frontières par réciprocité, la constitution gabonaise est calquée sur la constitution française à une différence près, ça veut dire qu'on peut faire certaines choses qu'ils peuvent faire. Arrêtons de justifier la médiocrité et d'en faire la promotion. Si on peut s'acheter des Tundra, si on peut s'acheter des Porsche, c'est qu'on peut faire comme les autres. Il y a des pays en Afrique qui font ça. Vous allez au Rwanda, le Rwanda aujourd'hui, c'est les caméras. Ils ont des caméras partout. C'est juste une question de volonté politique. Arrêtez de raconter n'importe quoi. On peut le faire au pays. Vous mettez les caméras. Vous dites à LDD, vous êtes suspendu si vous ne faites pas ça. Vous mettez les caméras. Le ministère de l'Éducation nationale va venir dans les 2 mois qui vont suivre. On peut voir les caméras partout. Vous nous montrez la salle où ces caméras-là sont là. Et puis on veut voir que, voilà, ça va créer de l'emploi même. Quelqu'un doit partir de chez lui, vient regarder les caméras pour voir comment les élèves se comportent. Ça va amener les enfants à se comporter bien. L'enfant, au moins là, vous pouvez dire que nous, on a tout fait, on gère, mais les enfants. Parce que les enfants font ça dans les salles de classe lorsqu'il n'y a personne. Ils se mettent dans un... Toutes les vidéos que nous avons vues à caractère pornographique, c'est dans les salles de classe. Parce qu'il n'y a pas de caméra. Ici en France, même lorsque la salle de classe est fermée, ouverte, il n'y a personne, il y a des caméras dans la plupart des salles de classe. Il y a même des endroits, moi j'ai vu en Angleterre, il y a des endroits où vous envoyez votre enfant à la crèche, il y a des caméras, le père de l'enfant ou la mère peut regarder son enfant depuis son lieu de travail, il se connecte à l'école, il se connecte à la salle de classe, il voit ce que son enfant est en train de faire. Quand il veut voir, je m'en vais voir, qu'est-ce que Loulou fait actuellement? L'enfant se connecte, il regarde, il voit, ah, elle est en train de jouer là, ok, elle est en train de jouer. Le père voit ce que, depuis, ce n'est pas une technologie qui est hors de portée aujourd'hui pour les Gabonais. C'est faisable. C'est faisable. C'est des investissements en 2021 qui sont à la portée de toutes les bourses des établissements scolaires. Aujourd'hui, on peut le faire. Il faut impérativement faire cela. Donc, moi, je vous donne des solutions, je vous donne des pistes. Comme ça, là, à la volée, je n'ai pas besoin d'aller... C'est vous dire qu'on n'a pas besoin de sortir de, je ne sais pas moi, la cuisse du Seigneur pour donner ça. On peut le faire. C'est une question de volonté. Je vous le dis, c'est une question de volonté. Sauf si on n'en a pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, mais Sire, c'est bien beau de critiquer, hein, mais qu'est-ce que vous proposez? Je vous fais des propositions concrètes là. Là, je vous fais des propositions concrètes. À tous les carrefours de Libreville, il y a des caméras. Mais vous pouvez mettre des caméras en route là où il y a les bars. La caméra surveille. La caméra là peut être liée à l'établissement
ou bien peut être lié, je ne sais pas moi, je sais pas, vous pouvez créer un endroit où les gens regardent ces caméras-là pour voir ce que les établissements font. Si un établissement, les élèves vont dans un bar, vous fermez le bar, direct. Vous avez des établissements à Libreville où les enfants vont acheter des cigarettes. Les enfants vont fumer. Après, ils vont mourir de cancer quand ils seront grands. Si à proximité des établissements scolaires, il y a parce que les policiers sont corrompus, mettez les caméras. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus direct. L'enfant que vous voyez en train de fumer à proximité d'un établissement scolaire, il est suspendu. C'est clair, en tenue. L'enfant que vous trouvez en train de fumer, nous ne sommes pas des Américains. Il faut que les gens le sachent. Oh non, mais les Américains, en France, au lycée aussi, les gens fument. Nous ne sommes pas des Français. Nous avons nos mœurs. Bon, on peut dire retard. Non, ça coûte cher. Donc, moi, je vous donne des solutions, des pistes pour faire. Les caméras, les machins, les appareils pour les élèves, il faut qu'on trouve une solution. Mais ça aussi, ça fait que la caméra aussi protège l'enfant. La caméra aussi, c'est quelque chose qui protège, parce que les enfants aujourd'hui aussi ont besoin des fois de se protéger quand il y a des problèmes. Ça nous permet aussi de savoir qui s'est battu avec qui. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas aussi bien. Mais il faut trouver un juste milieu. Les établissements scolaires au Gabon doivent être dotés de caméras. Moi, c'est la solution que je trouve. Le gouvernement doit investir ou exiger des établissements privés un certain niveau, un certain standard, des standings. Et puis, le gouvernement doit montrer l'exemple en investissant aussi dans tous les établissements publics qui sont à risque. Puisqu'on ne peut pas couvrir tous les établissements, mais quand les établissements sont à risque, on investit là-dedans. Le lycée Mba est un établissement à risque. Il faut investir. Le lycée, tous les lycées, moi je ne connais plus trop les noms des lycées au Gabon, mais il y a des lycées qui sont des lycées à risque. Le lycée technique est un établissement à risque, il faut investir dans les technologies. Il ne sert à rien d'avoir un ministre de l'économie numérique, un ministre des nouvelles technologies. Mais qu'est-ce que le ministre sert à quoi exactement? Parce que vous aimez qu'on vous dise. Moi, là, moi, je suis en train de vous dire. Moi, je suis ministre, c'est ce que je vais faire. Je dis, il faut faire ça. Il faut protéger. Voilà. Donc, je peux vous prendre des trucs à la volée. Capone qui a violé ses enfants. Osuka, prends tous ces enfants-là. Et il faut interroger les enfants. Interroger ces enfants, chercher à savoir qui les a violés, est-ce qu'ils ont des noms? S'ils ont des noms, est-ce qu'ils peuvent reconnaître des visages? Prenez tous les suspects, vous montrez aux enfants. Vous avez vu qui est à côté de papa. Il faut, parce qu'on nous a dit qu'il y a des individus qui sont connus. Il faut voir les enfants. Il faut encadrer ces enfants. Parce que si vous ne les encadrez pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver cela normal et eux, ils vont aller reproduire ça sur leurs enfants. Parce que déjà, les gens me disent même que... on me dit même que Capone ou Capone, cet individu qui vient d'une autre planète là, il aurait été violé quand il était petit. Donc, il est venu reproduire ça sur les enfants. Donc, il faut encadrer ces enfants. Il faut les encadrer, il faut un suivi psychologique, il faut je ne sais pas moi, en tout cas, on ne peut pas laisser. Parce que vous laissez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, Osuka va se dire, ah, moi je m'en fous, mes enfants sont en France. Mais ce qu'Osuka ne sait pas, c'est que ton enfant qui est en France va rentrer un jour au Gabon. Parce que moi je suis persuadé, comme je le dis aux Gabonais qui sont ici, que nos enfants, contrairement à nous, ne vont pas vivre ici. Ils vont partir en Afrique parce que tout le monde va en Afrique. Tout le monde veut être en Afrique. Donc nos enfants reviendront en Afrique. Mais l'enfant de Souka qui est ici en France, quand il va rentrer en Afrique, il va faire des enfants. Mais un des enfants qui a été violé là va violer son enfant un jour en route. Un problème que tu aurais dû résoudre quand tu étais aux affaires parce que tu l'as négligé, tu viens en faire les frais après.
Parce que nous, on pense toujours que ça ne nous concerne pas. Jusqu'à ce qu'on est rattrapé, jusqu'à ce que l'on soit rattrapé devant, aussi. Tu as négligé derrière, mais devant, ça te rattrape. Donc, il faut trouver des solutions. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce que je... Vous voyez là, je le dis à la volée. Mais si je m'assois avec un stylo et je commence à travailler les solutions, je vais trouver. Je vais donner une autre piste. Nous, qu'à notre époque, quand nous on était petits, il y avait une matière qui était importante. On appelait ça l'instruction civique. On faisait ça à l'école primaire jusqu'à la première partie, la première phase de l'école secondaire, c'est-à-dire de la 6e en 3e. On faisait l'instruction civique. Autant à l'école, autant fixe, repos, autant repos, tenez-vous par la main, marchez. L'instruction civique, on t'apprenait le drapeau. On te demandait pourquoi il faut être bien, pourquoi il faut être poli, pourquoi il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, il faut faire revenir l'instruction civique. C'est une matière avec un coefficient. Et dans l'instruction civique, il faut y inclure les nouvelles technologies. La gestion des nouvelles technologies. Ouvrir le débat avec les jeunes. Pourquoi il ne faut pas se prendre nu? Pourquoi il ne faut pas filmer les gens? Parce que tu peux perdre ton portable. Maman, il ne faut pas te filmer quand tu te laves. Il y a des jeunes petites filles là qui se lavent. Elles se filment. Elles ne se rendent pas compte. Elles font ça de manière innocente. Après un jour, elles perdent le portable. Il y a des enfants qui se... les enfants font des choses souvent de manière innocente. J'ai des enfants, je sais de quoi je parle. Ils ne sont pas conscients de la portée. Et moi, j'invite les parents, n'achetez plus à vos enfants des portables qui ont Internet ou bien des portables qui ont des caméras. Il y en a encore. Hein. Quand vous allez si vous estimez que votre enfant doit avoir des portables, ne donnez pas aux enfants les portables qui ont Internet ou bien ne dites pas que oh, mais mon enfant s'ennuie à la maison. Non, achetez des livres aux enfants. Nous, on jouait comme on jouait, on trouvait des solutions pour jouer. L'enfant ne peut pas manquer de jeu. On trouvait toujours la possibilité de jouer. C'est de la paresse. Parce que nous donnons aux enfants des outils qui dépassent. Un téléphone de dernière technologie, les nouveaux téléphones Android, ce n'est pas fait pour être donné à un enfant de 10 ans. Vous lui donnez un appareil qui ne devrait pas être à sa portée. On doit donner, si vous voulez donner aux enfants des téléphones, votre enfant est peut-être à l'école. Déjà, je vous invite, tous les parents qui sont en train de me regarder là, faites quelque chose. Si votre enfant a un téléphone, vraiment, je vous le dis, hein, ce soir ou demain c'est dimanche, appelez tous vos enfants, prenez tous leurs téléphones, demandez à vos enfants de vous donner les codes. Pas si votre enfant a dépassé 17 ans, 18 ans. Prenez les codes de vos enfants. Vous regardez tous les téléphones. Même ceux qu'ils ont effacés. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver ce que l'enfant a effacé. Si vous avez quelqu'un qui connaît bien le téléphone, vous prenez les téléphones de vos enfants. Vous allez voir des choses terribles. Seulement, il faut avoir le cœur. Il ne faut pas seulement tuer l'enfant avec la colère. Ne tuez pas vos enfants. Tous vos enfants qui ont des portables, prenez ces portables-là. Vous allez vous rendre compte que vous ne reconnaissez même pas vos enfants. Même ceux qui sont en France, vous qui êtes en France, si vous avez des enfants qui ont entre, je ne sais pas quel âge, jusqu'à même 15 ans, prenez les portables de vos enfants. Vous dites, ouvrez-moi vos portables. Regardez les images qu'il y a dedans, regardez les vidéos qu'il y a dedans. Allez-y dans la corbeille, regardez tout ce qu'ils ont. Lisez les conversations qu'ils ont. Vous allez dire que, oh, vous allez dépasser. Faites ça. Appelez vos enfants ce soir même, s'ils ne dorment pas encore. Vous regardez un peu leur téléphone. Parce que souvent, vous pensez, les gens pensent souvent que oh, mon enfant est bien éduqué, oh, mon enfant ne fait pas les choses comme ça. Oh, il m'a vu la boire, il m'a bien, cela dimanche. Alors que ton enfant est bien dedans. Ton enfant est bien dedans. Ne tapez pas seulement les enfants, il ne faut pas tuer. Parce que si vous tuez l'enfant, vous allez aller en prison. Je vous le dis.
Les enfants ne sont pas responsables. Vous avez mis entre leurs mains un outil sans avoir éduqué l'enfant sur cet outil-là. L'enfant n'est pas un enfant de 10 ans, 11 ans, ne devrait pas avoir un téléphone Android. Vraiment, je vous le dis, hein, c'est comme ça. Je vous le dis. Là, je m'adresse aux parents. La meilleure façon de gérer les enfants sur Internet, vous avez des ordinateurs dans vos maisons, vous achetez, vous dépensez sur un ordinateur, vous le déposez. Si vous avez 3 enfants, vous dites, Papichou, toi, tu as le droit d'aller sur Internet de telle heure à telle heure, de 10h à 13h. Tu as 1 heure d'Internet. Après, tu donnes à Bobby, Bobby, viens, c'est ton tour. Après, Internet, c'est ton tour maintenant à 15h. Elle a 1 heure. Et là, vous êtes sûr que les enfants ne vont pas faire. Parce que quand l'enfant est là, l'enfant sait qu'on va venir. Je vous le dis, il faut surveiller les enfants. Vous dépensez sur un laptop, vous le déposez. Quand l'enfant va être sur Internet, vous partagez la connexion de votre portable sur le laptop. L'enfant vient, il est sur Internet. Et ça vous permet de savoir ce que l'enfant fait. Hein? Donc, moi, je vous le dis clairement, faites ça avec vos enfants. Là, je m'adresse aux parents. Si maintenant, toi, la mère, tu ne connais pas trop les histoires d'Internet, il y a forcément les enfants des voisins qui connaissent, ou bien tu as un cousin ou un frère qui connaît. Tu dis à ton cousin que, j'ai le téléphone de mon enfant, viens un peu me voir ça. Cherche-moi, dis-moi ce que l'enfant dit, avec qui l'enfant parle. Je vous jure que vous allez remarquer, que vous allez comprendre que vous ne connaissez pas vos enfants. C'est pourquoi je le répète, je le dis une dernière fois. Enlevez à vos enfants qui ont 12 ans, 13 ans, qui viennent. Parce qu'il y a des mamans, oh, ma fille a eu ma fille a eu le concours entrée en 6e, vraiment. Mangali yemna akuma, akedonga entrée en 6e. Mais t'as demandé quoi? Il m'a dit, ma yaya sur mon téléphone. Donc, il faut que fort. Ma vie a rien que sur mon bout de téléphone. Après, tu achètes à l'enfant un outil qui va pervertir l'enfant. Mon a ton Facebook, mon a tu WhatsApp. L'enfant est dans tous les réseaux. Elle est maintenant sur Instagram. L'enfant maintenant, il y a des enfants. Moi, il y a des enfants qui me font des demandes sur Facebook. Quand je regarde, mais c'est des gamins. Des enfants qui sont au lycée Mbala, au lycée d'État. Il y a des enfants même qui me font des demandes, même parce qu'ils m'ont certainement vu. Moi, j'ai sur TikTok, dit TikTok. On m'a mis sur des trucs bizarres. Parce que moi, je n'ai pas des histoires de TikTok. Je ne suis pas dedans. Donc, il y a des enfants qui m'ont fouillé, qui me font des demandes. Je dis, mais est-ce que toi, tu as l'âge de me faire une demande d'amis? Ça dit que parce que quand on me fait des demandes, ce que je fais souvent, je rentre sur le Facebook de la personne qui me fait la demande. Je dis, mais ça, c'est un enfant. C'est un bébé. Donc, je vous le dis, ce n'est pas parce que ton enfant est arrivé en 6e que vous allez penser que ton enfant est devenu un adulte. La 6e ne veut pas dire que l'enfant est adulte. Donnez à vos enfants des téléphones des enfants. Ne donne pas des téléphones, des gros téléphones, ça ne sert à rien. Ils ne connaissent pas ça. C'est pour les grands ça. Donnez pas aux enfants des gros téléphones. Ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Et vous les exposez quand vous leur donnez, la responsabilité est trop grande. Un gros téléphone, tu peux donner ça à l'enfant quand il atteint la seconde. Ton enfant part de la 3e en seconde. Et même là encore, ça dépend de l'âge. Parce qu'aujourd'hui, les enfants le bac très jeune. Si ton enfant est en seconde à 14 ans ou 15 ans, tu dis non, tu n'as pas droit à téléphone Android. Tu es toujours avec ton allô, allô. C'est quand l'enfant a 18 ans, 17, 18 ans, que tu dis, ok, tu as maintenant 17 ans, tu peux te défendre, tu connais un peu plus ou moins le bien, le machin, voilà. Mais avant ça, rien. Nous devons être durs et souples en même temps. Nous devons être durs avec nous, parce que nous ne sommes pas des Européens. Les Occidentaux sont dépassés ici. Il y a des enfants ici en Europe, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais ils font déjà des choses terribles. Faut que nous on arrange, c'est notre société. Nous ne pouvons pas être une passoire, c'est-à-dire qu'on prend tout. Nous devons avoir notre spécificité. Nous avons le droit de dire que nous, nos enfants, on ne veut pas voir ça.
Donc, l'objectif n'est pas seulement de venir réprimander ou bien venir... Non, il faut aussi trouver des solutions aux parents. Et c'est pourquoi je vous le dis clairement, mes frères. Il y a la possibilité de changer tout ça. Les enfants qui ont des téléphones, non. Non, 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 non. Avant la troisième, non. Seconde, oui, quand elle a un certain âge. 16 ans, 17 ans en seconde, d'accord, on te donne un téléphone. Tu as droit à un téléphone Android. Même le surveillant à l'école, oh oui, tu as un téléphone Android, qui t'a donné? Tu es en quelle classe? Oh, je suis en troisième, allez, allez, tu es convoqué. Oh, c'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de ma copine. Montre-moi, prouve que c'est le téléphone de ta copine. Elle est où? Ta copine est en quelle classe? Pourquoi c'est toi qui as le téléphone là? Allez, on convoque la copine. Parce que quand vous donnez à vos enfants des téléphones, quand ils sont sur WhatsApp, mais on les recrute sur WhatsApp. Il ne sert à rien de dire que oh, mon enfant n'a pas, parce que mon enfant n'a pas Facebook. Mais je vous dis que WhatsApp est plus dangereux que Facebook. Pas dangereux dans le sens que, comme les gens disent, oh, je m'avais maintenant sur Signal. Non. Ils ont des groupes de classe et c'est là où on les recrute. Donc vraiment, je vous interpelle les parents. Il faut la vigilance. Il faut être vigilant. Mais je sais aussi une chose qui est certaine, c'est que tous les parents, c'est compliqué pour certains parents. Il y a des parents qui sont démissionnaires parce que c'est compliqué actuellement. Donc, j'ai terminé, je viens sur le troisième point. Et je vais m'arrêter, c'est le troisième et le dernier point que je vais aborder ce soir. Je reviens sur le gouvernement Rose Christiane Souka Raponda, avec toutes les femmes. C'est le problème du coronavirus. Mes frères, comme je l'ai dit ce matin, le coronavirus existe, mes frères. Moi, je n'ai jamais dit que le coronavirus n'existait pas. Je n'ai jamais dit ça. J'ai été le premier, l'un des premiers, je le dis humblement, l'un des premiers à avoir dit au Gabon, avant le 12 mars, avant que le premier cas officiel, qu'on disait que le premier cas, j'avais dit, nous sommes en janvier, février, nous sommes en février 2020. En février 2020, j'avais déjà dit qu'il y avait le coronavirus au Gabon. Nous sommes en février 2020. Cette histoire, on dit que le premier cas, le cas 0 est arrivé en le 12 mars. C'est faux! Il y avait le coronavirus avant. Avant le premier cas là, il y avait le premier. J'avais dit, vous pouvez aller fouiller, quand on ne que dirait, les vidéos de l'année dernière. Les gens me prennent même comme, oh, mais si, j'avais même dit que si le coronavirus est rentré en France, c'est pas au Gabon que le coronavirus ne peut pas rentrer. Est-ce que c'est faux? Donc le coronavirus existe. Moi-même qui vous parle là, j'ai eu ça. On ne m'a pas dit, j'ai eu. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en Europe. Je n'ai jamais été malade comme ça. J'ai eu le coronavirus l'année dernière. J'ai eu ça. Je n'ai pas dit que c'est le coronavirus qui tue plus en Afrique. J'ai dit que ça existe. C'est quand même là. Ça existe. Alors, je vous le dis, mes frères, respectons comme nous le pouvons. Respectons comme nous le pouvons parce qu'à the end of the day, ce sont nos parents qui vont mourir. En ce moment, j'ai des grands-parents qui sont atteints de coronavirus. Et je sais que c'est le coronavirus qu'ils ont. À Libreville, j'ai des grands-parents qui sont, des parents qui sont atteints de cette pathologie-là. Et c'est compliqué. Donc, je vous interpelle, comme je l'ai fait ce matin, si vous avez des parents qui sont âgés, n'allez pas les rencontrer n'importe comment. Lavez-vous les mains, mettez un masque, mettez aussi à votre parent le masque. Ne négligez pas. Vous pouvez... là, ce qui nous sauve, et je le répète, c'est parce que notre population est majoritairement jeune. Et le coronavirus ne tue que les vieux. Mais nous avons quand même une population de personnes du troisième âge. Aussi petite qu'elle soit, elle existe. Même si c'est 1% de la population gabonaise, c'est quand même 1% de Gabonais ou des gens qui sont vieux. Nous avons le devoir de les protéger d'une certaine manière. Nous avons le devoir de les protéger. Donc, s'il vous plaît, mes frères, faites un effort. Faites un effort. Je ne dis pas qu'on doit arrêter de vivre. Ceci dit, je pense que le gouvernement de Souka, vous êtes responsable du désordre avec Guy Patrick Obiangouan. Vous n'avez pas été à la hauteur et vous n'êtes pas à la hauteur de la gestion de cette pandémie. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous avez passé le temps à traumatiser les Gabonais.
Aujourd'hui, les Gabonais sont au niveau où ils doivent choisir entre mourir du coronavirus dehors ou bien mourir de faim dans les maisons. Vous êtes au gouvernement, vous avez vos salaires. Vous mangez bien. Vous avez des cuisiniers à la maison, vous avez 4 femmes. Vous arrivez chez vous, vous mangez, vous avez le courant. Vous avez des groupes électrogènes, vous avez des suppresseurs ou les suppresseurs, là, vous avez vos tonneaux que vous mettez en haut dans les maisons derrière, là, le truc blanc là, avec, qui est encadré de machin, où vous mettez l'eau dedans. Bon, vous avez des trucs chez vous. Vous vivez bien, mais les Gabonais qui sont dans les quartiers, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Beaucoup sont au chômage, beaucoup n'ont rien, n'ont pas de revenus. C'est dur. Donc, vous devez comprendre cela. Aujourd'hui, en Europe, les gouvernements occidentaux ne se contentent pas de dire aux populations de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les entrepreneurs ici ont des moyens d'accompagnement pour payer le loyer. Quelqu'un qui loue ici, quand tu as un restaurant en France et que ton loyer c'est peut-être 1000 euros par mois, le gouvernement te donne 2000 euros pour payer au moins le loyer, pour assumer un peu des petites charges. Vous comprenez? On vous donne quelque chose. En tout cas, il y a des moyens que l'on essaie de mettre à disposition pour que les gens ne soient pas trop stressés. Mais il y a quand même une volonté. Mais au Gabon, quand vous dites aux gens de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les mesures d'accompagnement pour que les Gabonais soient aidés? Des mesures d'accompagnement, c'est quoi actuellement? Nous sommes à la deuxième vague au Gabon. Quelles sont les mesures, au Souka, depuis que tu es arrivé, quelles sont les mesures d'accompagnement? Tout ce que l'on sait, c'est la répression. C'est ce qu'on regarde. Parce que ce que nous avons de là où nous sommes, nous voyons seulement des Gabonais à genoux. On met les Gabonais à genoux devant les enfants. On voit les Gabonais bastonner dans les fourgons. On voit des bavures policières, des bavures de gendarmes, des bavures de militaires. Mais à côté de ces bavures-là, qu'est-ce qui est proposé aux Gabonais? Qu'est-ce qui est donné? Il n'y a rien, nous ne voyons rien. Nous, on aimerait savoir, vous donnez quoi? Les gens sont en train de mourir dans la misère. Il y a des Gabonais, des familles et des familles qui n'ont pas le courant depuis un temps, qui dorment dans le noir. Les gens sont obligés de prendre des lampes tempêtes. Moi, on m'appelle. J'ai fait un live aujourd'hui où j'ai demandé aux gens de respecter les mesures barrières. J'ai eu un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, mon fils, j'avais 3 bars. Et les 3 bars me rapportaient 600 000 francs par mois. Ça me permettait de payer, de subvenir à mes besoins, de mes obligations familiales. Mais aujourd'hui, les 3 bars sont fermés. Et heureusement encore pour moi que les 3 bars-là sont dans les terrains familiaux. Mais c'est quand même fermé. Et aujourd'hui, je n'ai plus de revenus. Un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui, après mon live de ce matin, il m'a dit, mon fils, je te suis. Le papa, là, le peu d'argent qu'il a, m'a-t-il dit, ça m'a même fait pleurer. Il est obligé de dépenser son argent. Je sais qu'il est connecté là. Il dépense son argent pour m'écouter parce qu'il me dit que ça le soulage. C'est ce qu'il me dit. Hein. Il me dit, Messie, quand je t'écoute, mon frère, ça me soulage. Je dis, mais ça vous soulage. Il dit, ça me soulage parce qu'en même temps, il m'a tout qu'on a raconté. Donc, donc, le gouvernement au Souka, je te repose la question, tu travailles pour qui? Tu es au service de qui? Tu travailles pour les Gabonais dans la fonction de Premier ministre, mais tu travailles pour le défunt. Il faut que tu dises aux Gabonais. Tu travailles pour qui? Pour le défunt ou bien pour les Gabonais? Les gens veulent savoir, on veut yen yen. Tu travailles pour qui? Tu es au service de qui? Moi, j'aimerais vraiment que tu expliques aux Gabonais pour qui tu bosses. Parce que les Gabonais souffrent actuellement. Les Gabonais souffrent. Déjà ici en France, malgré les moyens d'accompagnement, le gouvernement ne peut plus tenir. Les Français vont sortir bientôt. Ici, les gens ne tiennent plus. Je ne pense pas que si cette affaire de Nkurunala, ils n'ont pas terminé ça d'ici
décembre, parce que le deadline, c'est à partir de la fin de cette année, s'ils n'ont pas trouvé de solution, les gens vont sortir, les gens vont s'en foutre. Hein. Les gens vont être dehors. Et tant pis pour celui qui va mourir avec ça. Là, je pense que la deadline, c'est d'ici, ici en France, hein, je vous le dis, hein, deadline, c'est d'ici décembre prochain. Si d'ici décembre prochain, ils n'ont pas trouvé une solution, c'est fini, les gens vont sortir. Tout le monde va sortir. Moi, je vous parle d'ici. Oh. Donc, ils sont obligés de... Ils bossent tous les jours pour trouver des solutions. Chez nous, au Gabon, qu'est-ce qui est proposé aux gens? Qu'est-ce qui est proposé? Le gouvernement doit investir, pas seulement attendre que tout vienne de l'Occident. Investissez, essayez d'envoyer des chercheurs vérifier. Les pygmées prennent quoi? Est-ce que les pygmées ont le coronavirus? Qu'est-ce que les pygmées mangent? Si c'est la viande de brousse, donnez la viande de brousse aux gens. Peut-être que la viande de brousse soigne. Enfin, voyons, qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas. Il faut que nous aussi, on voit, nous avons la forêt. Dans la forêt, Dieu a mis tous les remèdes dans la forêt, les arbres. Est-ce qu'on ne peut pas voir? Allez-y, interviewer les pygmées, interviewer les gens. Dans les villages, ils prennent quoi? Moi, la question que j'aimerais poser aux copiles, est-ce qu'il y a des villageois qui meurent du coronavirus? Parce que je vois que de nombreux Gabonais vont dans les villages. Aujourd'hui, ce n'est plus interdit d'aller au village. Parce que si vos histoires de Covid, là, c'est n'importe quoi. Parce que moi, je suis Gabonais. Hein. Il y a des Gabonais aujourd'hui. Des Gabonais. Moi, je vous le dis clairement. Il y a des Gabonais. Le COPIL fait du trafic de tests. Tu payes un peu plus cher, 40 000, on te fait un test comme ça. On te donne le résultat, tu voyages. Nous savons les preuves. Et bientôt, nous allons mettre les preuves devant les gens. En ce moment, il y a un trafic. Plus que vous aimez les preuves, on va vous mettre les preuves. Alors, quand ces gars-là vont au village, il y a certainement des gens contaminés là-bas. Est-ce que les gens qui sont au village meurent du corona? Parce que, mais est-ce qu'ils meurent de ça? S'ils ne meurent pas de ça, ils prennent quoi? Qu'est-ce qu'ils... Voilà. Parce que moi, j'ai posé plusieurs fois la question que, proportionnellement à la population, selon les régions, quel est le pourcentage de gens qui meurent dans les villages de palu? Parce que ceux qui sont au village sont aussi exposés du palu. Pourquoi est-ce que... C'est des questions que je pose comme ça, hein, à la volée. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites? Est-ce que ceux qui sont en milieu rural sont plus résistants au palu que ceux qui sont en ville? Si oui, si non, pourquoi? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'on a les mêmes chiffres proportionnellement aux populations? J'aimerais savoir. Ce sont des études qui sont menées ici. Mener des études. C'est là où on voit un gouvernement qui travaille. Or, nous sommes dans un pays qui n'a pas de statistiques. On ne cherche jamais à savoir quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui me dit, monsieur Messi, le couvre-feu est politique. Mais je suis d'accord. Est-ce que j'ai dit que le couvre-feu n'est pas politique? Le couvre-feu est politique. Moi, je ne vous ai pas parlé du couvre-feu. Je vous dis de respecter les mesures barrières. C'est-à-dire, j'ai été clair. Hein? J'ai dit, quand vous allez voir votre grand-mère, ou bien votre père, ou bien si vous avez un parent qui est diabétique, ou bien qui a une maladie, qui a un taux assez élevé de comorbidité, protégez la personne. Vous dites, bon, je suis venu te voir, mais mets le masque. Moi aussi, je mets le masque. Je me lave les mains. Je ne te touche pas. Je fais attention pour ne pas contaminer l'autre. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas parlé de couvre-feu, mais moi, je sais que le couvre-feu, c'est de la connerie au Gabon. Moi, je le sais. Le couvre-feu n'est pas nécessaire. Le couvre-feu, c'est juste parce qu'ils savent que le défunt est défunt et ils ne veulent pas que les gens se lèvent, s'organisent. C'est tout. Sinon, le couvre-feu n'est pas nécessaire. Le couvre-feu ne diminue pas la contagiosité puisque le Gabon est le seul pays au monde qui a le couvre-feu depuis décembre, depuis mars jusqu'à maintenant. On n'a jamais levé le couvre-feu. Mais on est arrivé à la deuxième vague alors qu'il y a des pays africains qui sont plus nombreux que nous,
qui n'ont pas, qui n'ont pas les histoires de couvre-feu, mais qui n'ont même plus le... Voilà, au Cameroun, actuellement, il y a la Coupe d'Afrique. Il y a des attroupements au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Mais tu ne vois pas... je n'ai pas encore entendu qu'ils ont des vagues, machin, machin. Non, non, ils ne sont pas dedans. Il n'y a qu'au Gabon. Hein. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font, les autres, qu'est-ce que nous on fait mal. Il faut qu'on m'explique l'histoire que le Gabon semble être le pays le plus atteint. J'ai l'impression que c'est lié aux défunts. C'est fait exprès pour créer une psychose au Gabon, pour que les gens ne se lèvent pas. Mais au début, je pense, je dis, bon, il y a des mesures, il y a des règles qu'ils prennent qui sont politiques. Mais moi, je vous le dis clairement, moi, j'ai remarqué dans la famille qui est la mienne qu'il y a de nombreux cas. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont en train d'être exposés à ceux qui sont malades actuellement. Il y a de nombreux Gabonais qui sont en train d'être malades en ce moment. Je ne dis pas qu'ils vont mourir, mais ils sont malades. Donc, il faut quand même que l'on baisse la tension. Donc, mes frères, j'interpelle tout le monde. Et au Souka, Raponda, je m'arrête là. Si le Gabon est dans ces problèmes, c'est parce que vous êtes incompétents. Vous et votre gouvernement, vous êtes sérieusement incompétents. Politiquement parlant, vous êtes incompétents. Et je pense que tous les Gabonais sont d'accord. Y compris les pédégistes, ils sont d'accord que vous êtes incompétents. Donc, je revoyais votre politique. Moi, j'attends un retour sur les questions que je vous ai posées. Je vous ai donné des pistes. Si vous voulez plus de pistes, vous me dites, je reviens. Les solutions, ce n'est pas ce qui manque. Donc, voilà un peu. J'ai terminé. Merci vraiment pour tous ceux qui m'ont accordé de leur temps pour suivre ce live. On se reverra dans très bientôt pour d'autres infos. Merci. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.